Marie Vastel à Ottawa, bonsoir à vous. On est heureux de vous retrouver. Bonsoir. Alec Castonguay à Montréal, toujours fidèle. Emmanuel et Michel C. étaient pris dans les sentiers de cette campagne fort longue. Alors voilà. Et oui, le niqab, on avait presque promis de ne plus en parler ici à ce panel, mais M. Harper en a reparlé. On fait écouter un petit extrait. C'était aujourd'hui. On revient tout de suite. Le gouvernement du Québec, le gouvernement libéral du Québec, a déposé un projet de loi devant l'Assemblée nationale qui demande qu'on revête l'identité qu'on livre ou qu'on reçoit des services publics. C'est aussi simple que ça. Nous avons indiqué que nous examinerons cette loi avant de déterminer les prochaines étapes, mais le gouvernement du Québec, le gouvernement libéral du Québec, agit d'une façon très responsable. Nous sommes capables de faire la même chose à Ottawa. Alors, Marie Vastel, corrigez-moi si je me trompe, mais il n'était jamais allé aussi loin en disant le modèle du Québec, le projet de loi québécois, voilà ce qu'on devrait peut-être faire. Donc, il continue à parler de ça, là. Oui, tout le monde est tanné d'entendre parler du niqab, sauf Stephen Harper, parce que ça l'aide énormément. Donc, il n'arrête pas stratégiquement de ramener le sujet sur la table. Et je noterais que sa réponse était volontairement floue. On dit pas oui, on dit pas non au niqab dans la fonction publique. On dit qu'on regarde Québec qui a fait de façon responsable et qu'on va peut-être s'en inspirer. Et M. Harper n'a pas été très clair quel aspect de sa réponse se référait à s'inspirer du Québec. Et ce que je note, c'est qu'en coulisses, le Parti conservateur dit que M. Harper parlait de s'inspirer du Québec pour la façon responsable d'agir, pas pour l'interdiction du niqab dans la fonction publique. Sauf que, comme ça l'arrange d'en parler, comme ça l'arrange d'avoir l'air de sévir sur le port du voile intégral, sa réponse était volontairement floue et il ne l'a pas corrigé non plus. Et donc, je pense que c'était tout à fait fait exprès qu'aujourd'hui, toutes les manchettes là, des sites de nouvelles évoquent la possibilité que M. Harper sévisse jusque dans la fonction publique, même si je n'ai pas l'impression que c'est réellement leur intention d'aller aussi loin que ça. Parce que vous avez raison, dans son entourage, certains disaient, attention, là, on n'est pas en train de dire qu'on va légiférer là-dessus, mais on n'a pas mis des mots dans sa bouche, il en a parlé. Donc, il sait que c'est payant, mais en même temps, c'est glissant au Canada anglais, Alec, parce que ça, là, si on parle de tout le service public des fonctionnaires, c'est la charte, et là, c'est tout un gros débat qu'on ouvre. Oui, bon, remettons ça un peu dans le contexte. Lorsqu'il y avait la charte de la laïcité ou la charte des valeurs du Parti québécois, le gouvernement Harper était farouchement contre toute initiative allant dans ce sens-là. Je me souviens de Jason Kenney, qui était ministre à l'époque et qui est encore aujourd'hui au gouvernement Harper, qui disait « On va poursuivre le gouvernement du Québec devant les tribunaux pour les empêcher de mettre en application la charte qui était à ce moment-là débattue à Québec. Après ça, en mars dernier, vous avez eu le jugement donc sur le serment de citoyenneté avec le niqab. On a posé la question à Tony Clement, qui est président du Conseil du Trésor, qui est patron des fonctionnaires. Est-ce que vous pourriez aller éventuellement jusqu'à bannir le niqab de la fonction publique, comme vous voulez peut-être le faire pour le serment de citoyenneté? Il a dit « Pas du tout. On va pas là, c'est une question de charte. Le gouvernement ne dira pas à ses employés comment s'habiller, il n'y en est pas question. » On est 6 mois plus tard, on est en campagne électorale et soudainement, on est en train d'étudier la question. Peut-être que c'est une bonne idée, on vous dira pas ce qu'on veut faire. Vous rajoutez à ça le fait que le syndicat de la fonction publique canadien dit, écoutez, à notre connaissance, là, il n'y a aucune femme qui porte un niqab actuellement dans la fonction publique. Zéro. Pas 2, pas 4, zéro. Au Québec non plus, en passant. On se retrouve donc avec un débat qui tombe à moins de 2 semaines de la campagne électorale et que Stephen Harper juge très payant dans la grande région de Québec, au Saguenay, là où il est en train de faire une remontée. Est-ce que ça veut dire qu'il va légiférer là-dessus? Je suis d'accord avec Marie. Moi, je suis loin d'en être convaincu, là. Donc, on ne veut pas laisser mourir le sujet. On veut qu'il vive un peu une dizaine de jours, quoi, encore. Mais en même temps, le danger, c'est d'aller un peu trop loin, Marie, là. Oui, sauf qu'en même temps, je dirais que même au Canada anglais, la base électorale du Parti conservateur, je pense, en grande partie est d'accord avec cette interdiction du niqab. Parce que c'est la première fois que M. Harper a évoqué l'idée ou a pas fermé la porte à interdire le niqab dans la fonction publique. C'était sur les ondes de CBC hier, chez vos collègues anglophones. La question lui a été posée. Il a dit, ben on va voir ce qu'on va faire. S'il dit en anglais à une chaîne anglophone, d'après moi, c'est parce que c'est pas uniquement payant au Québec. Et M. Harper le sait. Écoutez, en parlant du niqab, il a remonté énormément au Québec, mais il est aussi rendu premier au Canada.
possiblement terrain majoritaire. Donc, je pense que c'est payant partout, là. Bien, on va parler des sondages, Marie, justement, et Alec. On va vous montrer des tableaux. On en parle depuis plusieurs semaines, mais là, ça se confirme. C'est extrêmement serré entre les libéraux et les conservateurs. Vous dites conservateur premier. Celui-là, c'est le abacus d'aujourd'hui qui montre les libéraux premiers, mais là, on est dans la marge d'erreur. 33 exact. Contre 32 pour les conservateurs. Le NPD qui a été distancé à 24. En Ontario, regardez le chiffre, c'est important pour les libéraux. 39, on s'approche du 40 en Ontario, qui est un chiffre magique où les circonscriptions peuvent débouler. Conservateurs 32 en Ontario et 23. Parlons de celui-là, l'abacus. Ça montre donc qu'ils sont nez à nez, là. Conservateurs et libéraux. C'est redevenu, Alec, une course à deux presque, là. C'est une course à deux en nombre de comtés qui va se jouer région par région parce que même les chiffres en Ontario sont fort intéressants. Vous voyez 39, 32 puis 23 ou 24 pour le NPD. Or, la grosse bataille actuellement, elle se joue dans les banlieues de Toronto, dans ce qu'on appelle le 905. C'est le code régional des banlieues de Toronto où là, tu as une lutte extrêmement féroce entre le Parti libéral et le Parti conservateur. Il y a beaucoup de comtés dans cette région-là et ils sont les deux très, très élevés dans les intentions de vote alors que le NPD n'est pas un facteur dans les banlieues de Toronto. Il y a certaines circonscriptions où on pense qu'ils vont récolter 8, 9, peut-être 10 % seulement. Or, donc, le 23-24 du NPD, il est faible encore en raison des banlieues de Toronto, mais il est beaucoup plus fort dans le nord de l'Ontario où le NPD peut faire des gains. Dans le sud de l'Ontario, là où l'industrie automobile est menacée par le partenariat transpacifique, le NPD peut faire des gains aussi. Donc, c'est vraiment là 3 Ontarios séparés, sans compter le centre de Toronto où là, c'est NPD libéral comme lutte. Alors, même les chiffres en Ontario, c'est tellement une vaste province, 121 circonscriptions, ça cache des sous-batailles là, qui vont être fort intéressantes à regarder le 19 octobre. C'est ce qu'on disait, Marie, les autres soirs. Là, c'est votre premier soir avec nous, mais on dit que cette campagne-là rend fou les maisons de sondage, là, parce que c'est extrêmement serré et ça se joue de façon régionale différemment, là. Oui, exactement. Je suis d'accord avec Alex. C'est difficile aussi de lire les sondages parce que, comme dit Alex, la dynamique est différente partout. Aussi, on n'a pas toujours le découpage par comté. Donc, est-ce que le NPD peut venir brouiller un peu les cartes et les conservateurs se faufilent? L'Ontario, il y a quand même énormément de sièges. C'est là que les conservateurs ont gagné leur majorité. Et donc, il faut voir aussi ce découpage-là. Sur le sud-ouest de l'Ontario, c'est vrai que M. Mulcair pourrait peut-être ramasser des appuis avec sa position sur le partenariat transpacifique, parce qu'il a décidé de défendre coûte que coûte les travailleurs de l'industrie automobile. Mais cela dit, en se rebraquant dans ses vieilles habitudes à gauche, le NPD a quand même froissé certaines personnes qui avaient été séduites par son recentrage. Donc, on sent que le NPD est un peu en espèce de, pardonnez-moi l'expression, damage control. Et donc, on gagne des appuis quelque part, mais on gagne des appuis quelque part, mais là, peut-être qu'on en perd ailleurs. Et je vous dirais que dans les coulisses du NPD, chez des gens qui y ont travaillé, on est un peu déçus de voir que pendant 2 ans, on a beaucoup misé sur le Québec, peut-être pris pour acquis les 58 sièges qu'on avait gagnés au Québec sans bâtir des appuis 2 ans à l'avance. Par exemple, en Ontario, où on en avait énormément besoin en 2011, on a gagné 5 sièges en Ontario de plus qu'avant. C'est pas beaucoup. Et pourrait probablement les perdre, là. On va voir en terminant rapidement le Nanos Canada-Québec. Canada libéral encore devant. Depuis 3 jours, ils mettent les libéraux devant. Conservateurs à 32, très très près encore. Et le NPD 23. Au Québec, les libéraux, c'est étonnant ça, 27 26,5 les conservateurs à 18 et le NPD à 30. Toujours premier, le NPD, et le Bloc à 21. Il faut toujours faire attention, on le dit à chaque fois, mais c'est des petits échantillonnages pour chaque province. Là, les chiffres du Canada sont plus sûrs, même si ceux-là, on les mettait en doute que ceux du Québec. Mais quand même, les libéraux ont remonté au Québec, Alec? Les libéraux ont remonté au Québec, ça c'est assez clair. Bon, ils sont différents à différentes positions en fonction des sondages, parce qu'écoutez, il y a eu 3 sondages là, qui ont des chiffres complètement différents au Québec depuis hier. Le Abacus de ce matin, le Écosse de cet après-midi, puis c'est le Nanos aussi. Les 3 sont un petit peu à différents endroits, là, fait que c'est difficile à lire. Mais il y a effectivement une constante là-dessus. Vous avez raison, Patrice. Les libéraux sont un peu plus forts depuis maintenant quelques semaines. C'est assez concentré dans la région de Montréal, chez les anglophones et les allophones pour l'instant. Donc, en termes de nombre de sièges, c'est pas énorme. On peut faire
quelques gains, évidemment, là, on s'entend, alors que la répartition du NPD chez les francophones est plus forte. Donc, ça maintient le NPD à un niveau assez élevé au Québec. Là, on parle, dépendamment des maisons de sondage, ils pourraient ramasser entre 35 et encore 45 sièges au Québec. Les libéraux sont plus entre 15 et 20 comme braquette, mais c'est clair que il y a certaines circonscriptions où on pensait que le NPD allait faire des bons résultats, où on allait avoir une bonne lutte avec les libéraux. Par exemple, dans Antique, Mélanie Joly, Maria Mourani, là, il semble que Mélanie Joly va probablement l'emporter parce qu'avec des chiffres comme ceux-là, NDG Westmount, bon. NDG même Westmount, chose. ça va favoriser les libéraux, là, ce type de comté-là. Là. Marie, le Bloc n'a pas dit son dernier mot non plus. Non, et justement, ce que je dirais, c'est que je me demande, peut-être pas à Montréal, mais ailleurs, cette remontée du Bloc, si faible soit-elle, ça enlève quand même surtout des appuis au NPD. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de siège et de qui remporte le siège? Ça aussi, à mon avis, c'est une grande variable. Marie Vastel, c'est un plaisir. On vous retrouvera certainement. Alec Castonguay, à demain. Vous êtes pris, vous, d'être ici tous les jours. Merci. Vous pouvez rester, on va parler du Canadien après. Danny Dubé est avec nous. Merci, messieurs, dames. Salut.